Matrioshka. Jean-François Loiseau, vous êtes président de la coopérative céréalière Accéréales depuis une dizaine d'années. Vous êtes président d'Intercéréales, qui est une interprofession de la filière céréalière, qui rassemble des producteurs, des collecteurs, des transformateurs, des exportateurs de céréales en France. Et vous êtes par ailleurs agriculteur, vous exploitez 150 hectares de céréales, de betteraves, de soja dans votre ferme. Donc aujourd'hui, lorsque vous venez ici pour justement compléter, nous aider à être dans ce dialogue intergénérationnel où on retrouve à la fois des jeunes activistes, engagés et d'autres acteurs de la société, vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous entendez, par exemple, ce qui a été dit jusqu'à maintenant et en quoi vous avez l'impression que cette conscience a gagné votre secteur ? Bon, merci pour l'invitation, déjà. Je suis d'abord agriculteur, avant tout. Et la ferme que je cultive, je l'ai reçue de mon père, qui, lui, l'a reçue de son père, et j'espère la transmettre à un de mes enfants. Et je pense que c'est très important de parler de notions de transmission en améliorant le cadre dans lequel nous travaillons, en donnant du sens un peu au métier que nous faisons, pour être un peu matériel, aux produits que nous travaillons. Bon, moi, je travaille dans l'alimentaire. Et en ce moment, depuis très longtemps, mais vraiment particulièrement en ce moment, on parle beaucoup d'alimentaire parce qu'il y a des déséquilibres flagrants dans le monde et totalement inadmissibles. Dans beaucoup de pays, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais indépendamment des conflits, il y a des sujets alimentaires. Donc c'est très important pour nous et à la limite pour les personnes, les emplois que je représente, toutes générations confondues, parce que nous sommes dans des métiers qui permettent de raconter une histoire. Moi, je crois que c'est très important de raconter une histoire dans un métier. Il faut être bien dans ce que l'on fait. Il ne faut pas arriver au travail en étant mal à l'aise, en ne comprenant pas son patron, que ce soit à la limite une petite entreprise ou une entreprise mondiale trop grande. Moi, je ne sais pas si je suis toujours d'accord, mais je pense qu'on peut comprendre quelquefois ces jeunes générations qui refusent ou qui sentent un éloignement avec les très grandes entreprises. Parce que les grandes entreprises, moi je représente des entreprises, beaucoup d'entreprises. Ça représente combien d'entreprises à peu près? Combien de à peu près salariés? 1500, mais vous avez des entreprises sans salariés, juste le responsable, l'agriculteur, un artisan qui va fabriquer de la farine. Et puis vous avez des entreprises de quelques milliers de personnes. Et ces entreprises, elles travaillent pour créer de la valeur, elles travaillent pour apporter des produits sains. Et j'insiste, elles essaient de développer des modes, des modèles dans le but d'attirer, d'être attractifs. Je veux dire, dans une boîte, mais il n'y a pas que dans les nôtres, dans les entreprises aujourd'hui, il y a des conditions de travail. On n'est plus dans l'époque de la taylorisation, je veux dire, qui sont plutôt agréables. On a envie d'aller travailler, on a envie d'être en groupe. Moi, je crois que c'est important. Enfin, il ne faut pas être seul dans la vie. C'est terrible d'être seul. Donc là, c'est au niveau humain, vous dites. Oui, le côté humain est très important. Et dans nos entreprises, je ne sais pas comment ça se passe dans les entreprises de produits en gros manufacturés, mais dans nos filières, quand on marie à la fois le côté humain, le sens que l'on donne à la terre que l'on cultive, et effectivement, il faut qu'elle soit en bon état, propre. Le respect, vous parliez de biodiversité tout à l'heure, c'est essentiel. Ça donne quand même un cadre assez attractif. Et moi, je suis assez positif et optimiste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, bien au contraire. Et je pense qu'il faut bousculer un peu les choses pour changer les modèles. Mais nous avons la capacité, et nos jeunes ont la capacité à faire évoluer les modèles pour qu'ils soient un petit peu plus justes,
un peu plus équilibré, un peu plus respectable. Quelle place vous leur donnez justement aux jeunes aujourd'hui dans ce mouvement à opérer, puisqu'il y a les jeunes qui, on l'entend bien, veulent faire bouger les choses en restant à l'extérieur du système. Il y a ceux qui ont envie de faire bouger les choses en rentrant à l'intérieur du système, mais encore faut-il que les entreprises soient attractives ou en tous les cas qu'elles soient en capacité d'entendre le mouvement à opérer. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour entendre le mouvement à opérer en sachant que quand même, quand on est agriculteur aujourd'hui, et je pense que vous le savez 10 milliards de fois mieux que moi, c'est quand même des injonctions contradictoires, c'est-à-dire à la fois on travaille la terre, on est celui qui est proche de la terre, on est celui qui nourrit la planète, et en même temps, il y a tellement d'écueils qui sont reprochés à l'agriculture aujourd'hui, la façon dont elle a été traitée et dont elle a l'impact que ça a pu avoir sur les populations à l'échelle mondiale depuis 40 ans, fait qu'aujourd'hui, être agriculteur, on est quand même à un carrefour de responsabilités très complexes. Donc, quelle place pour les jeunes là-dedans ? C'est une question très longue, mais elle est très bien. Hein. Oui, la réponse va être encore mieux. Enfin, je suis désolé, mais il y a 70 ans à peu près, il faut quand même un tout petit peu regarder dans le rétroviseur. Il a fallu en France, en Europe, parce que c'est un choix. Hein. Après, on peut ne pas être d'accord avec les choix. Il y a un choix qui a été fait, qui était de donner accès à l'alimentation, à la nourriture aux Français, aux Européens, à d'autres. Sort de la guerre, etc. Et donc, il y a le développement de techniques, la mécanisation. Et donc, les agriculteurs, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la formation, je ne fais pas de syndicalisme, hein, j'essaie de relater les faits, utilisent des techniques parce qu'elles étaient développées, reconnues, agréées, utilisent des techniques pour produire plus, pour donner à manger aux Français. Il y a des Français, au début des années 50, qui avaient des tickets de rationnement, il ne faut pas l'oublier. Et donc ce développement, il s'est fait, et c'est pour ça que le sujet du changement climatique, il est très important. On parle de neutralité carbone, vous avez parlé de biodiversité, c'est très intéressant. Ce développement, il s'est fait avec beaucoup avec l'utilisation du carbone fossile. Le pétrole et tous les usages du pétrole, comme les pots en plastique qui sont sur la table, comme beaucoup de choses qui est fait ici. Tout, nous tous. Voilà, en l'état actuel des techniques, et je dirais que d'une manière générale, la chimie s'est développée un peu parce qu'une certaine croissance, les années 70. Bon, il y a eu un réveil, un déclic, et certainement de mouvements un peu... je vais dire volontairement quelquefois excessif ou peut-être pas trop, mais une sensibilisation pour dire bon, le pétrole c'est trop, il en faut moins, ça pollue, ça crée des conflits, ça crée des guerres, ça crée des distorsions flagrantes de richesse. Il faut essayer de changer un peu les choses. Bon, dans nos métiers de l'alimentation, nous y avons cru, nous en sommes complètement convaincus. Et nous essayons et nous transformons les modèles. Et c'est pour ça que les jeunes générations, et la jeune génération, elle est très intéressante, mais elle est importante. Et Dieu merci, heureusement qu'elle est là. Parce que tout à l'heure, ça me faisait marrer. Bon, j'ai un peu plus de 50 ans, donc ça va. Vous parliez de l'homme blanc de 50 ans qui ne voulait pas bouger, mais un peu quand même. C'est 50 ans et plus. Hein. Et plus. C'était pas juste 50 ans. Oui, mais c'était pour rigoler. C'était un peu caricatural. Mais en même temps, il y a cette génération de jeunes de 20 ans, de 30 ans, de l'âge de mes enfants, qui veulent autre chose, qui veut une croissance peut-être plus juste, avec plus d'équilibre, moins de gaspillage, avec, comme ça a été montré tout à l'heure, on évite d'utiliser 2 ou 3 planètes pour passer l'année, on utilise peut-être, après c'est un choix, mais des énergies renouvelables, une meilleure consommation, hein, moins, voilà. Et c'est grâce à la nouvelle génération. Et dans nos entreprises, moi je le fais, dans nos entreprises, nous avons des objectifs très clairs de neutralité carbone, de biodiversité, de réintroduction un peu d'un paysage. Qu'est-ce que vous avez fait changer justement dans vos modèles pour... Parce que maintenant qu'on entend justement le consensus sur le constat, d'une certaine façon, en quoi
avec une filière comme la vôtre, vous arrivez à fédérer toutes ces entreprises ou en tous les cas à essayer de réorienter un paquebot qui avait, comme vous l'avez écrit avec le poids de l'histoire, qui allait dans une direction et de changer de cap? Alors, il y a plusieurs écoles, mais nous sommes assez partisans plutôt du fait qu'il faille embarquer les gens, s'écouter, se comprendre, quelles que soient les générations, quelles que soient les couleurs, quels que soient les modes de vie, et regarder ensemble quelques objectifs très clairs. C'est-à-dire, oui, le sujet alimentaire est un sujet essentiel partout dans le monde. Hein, et il est traité de façon inégale suivant les régions. Il faut traiter ce sujet alimentaire non pas en détruisant la planète, mais plutôt en la préservant. Les technologies nous aident, parce que je pense qu'il faut parler de technique, ce n'est pas un gros mot. Préserver la qualité des sols, utiliser des technologies qui font de plus en place à la biologie, au respect de la terre. Et donc, les agriculteurs, les entreprises qui transforment les céréales, les entreprises qui vont vendre des produits alimentaires en France ou à l'étranger, se fixent des objectifs de réduction de l'impact carbone, de développement de la biodiversité, etc., etc., etc. Donc nous nous sommes inscrits sur une échelle de temps. Nous nous sommes fixés comme échelle 2030. Alors je ne sais pas si c'est radical, violent, assez, pas assez, mais je dirais que ça part déjà d'un objectif. Si nous pouvons faire mieux avant, nous ferons mieux avant, mais... Et d'ici 2030, c'est quoi votre objectif? La trajectoire est là. C'est neutralité carbone. Par 2030, exemple, dans les techniques agricoles, le chemin est long à faire parce que nous pourrions ne rien faire. C'est-à-dire on va moins produire, on va penser à notre petit écosystème très occidental ou très urbain. Non, il faut une alimentation de qualité, saine, pas trop chère, j'insiste. Et donc, il y a des travaux à mener pour utiliser moins de chimie. Vous voyez, c'est comme pour la santé humaine. On fait souvent moi, je fais souvent l'analogie, la comparaison avec la santé humaine. La santé humaine, il y a 25 ou 30 ans, c'était que de la chimie à fond. C'était que des antibiotiques. Bon, et puis, il y a eu un déclic, un réveil. Et aujourd'hui, et j'espère que ce sera de plus en plus, c'est un petit peu de tout. Un peu de chimie de temps en temps, parce qu'il y a des traitements très précis à faire, qu'il y a des maladies très graves sur des êtres humains, mais de plus en plus d'autres choses, de plus en plus de traitements un peu alternatifs. Eh bien, la santé des plantes, parce qu'utiliser la chimie en agriculture, je parle de ce que je connais, je ne connais pas tout, c'est permettre aux plantes d'être à peu près saines, parce qu'il y a des mycotoxines, parce qu'il y a des insectes qui détruisent. Et ça permet, avec des technologies de biologie, d'agriculture biologique, de technique du sol, d'arriver à des objectifs de neutralité carbone. Voilà. Alors, c'est peut-être bien, ce n'est peut-être pas assez, mais voilà ce que nous faisons, entre autres. Est-ce que vous voulez réagir, puisqu'on est là aussi dans cette question d'un dialogue intergénérationnel, si la salle veut poser une question? Jas, une réaction, Olivier? Moi, je veux bien une question là-dessus. C'est pas du tout une attaque, je suis très... content d'entendre que vous travaillez sur la neutralité carbone, etc. Il me semble quand même l'autre gros défi de l'agriculture aujourd'hui, c'est la biodiversité, enfin, vous l'avez évoqué. Comment est-ce que vous comptez progresser de ce point de vue-là? On entend souvent que pour que l'agriculture soit moins néfaste pour la biodiversité, il faudrait peut-être des parcelles plus petites, plus de variétés, autant de choses qui sont économiquement problématiques pour les agriculteurs. Est-ce que vous travaillez dans cette direction-là aussi ou pas? Alors oui, tout à fait. Alors, une fois que j'ai dit oui, voilà. Alors, il faut voir d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous voulons aller et dans quel temps. Le sujet de la biodiversité, il est très intéressant parce qu'en fait, il remonte... J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, donc je vais répéter ce qu'on m'a dit. Il remonte dans les années 85, 87. En fait, ça s'est passé en Allemagne. Et en Allemagne, il y a eu des grandes zones qui ont été un peu cristallisées sur lesquelles il a été fait des comptages ou des pesées de relevés de biodiversité, faune et flore. Une vingtaine de places sur tout le pays. Et effectivement, il a été remarqué que suivant la taille des parcelles, comme vous venez de le dire, le bois, les cultures, les arbres et tout, il y avait plus ou moins des présences d'insectes ou de faune et de flore, pardon, qui se développaient.
Et c'est vrai que l'utilisation de la chimie, hein, quelquefois, a nuit, alors pas à tout, il ne faut pas non plus être excessif, il ne faut pas être radical, moi je ne suis pas radical, a nuit partiellement à une certaine forme de biodiversité, c'est clair. Je vais vous donner un exemple. Il y a certains insectes dits auxiliaires, c'est-à-dire plutôt bons pour la nature, qui, dans le cadre de certaines parcelles, attention, on n'est pas sur des sujets de 15 ou 20 hectares. Hein. En Allemagne, c'était des champs de 400 hectares, 500 hectares. Donc l'insecte, il se promenait au-dessus du champ et il n'avait pas de relais pour se poser. Donc ça ne venait pas d'un traitement chimique, le fait qu'il mourait, l'insecte. C'est parce qu'en fait, il n'avait pas une base pour se reposer, pour boire, pour manger, pour repartir. Et comme les champs étaient trop grands, 400-500 hectares, les insectes, paf, ils mouraient sur place. Et donc, il y a des idées qui ont été mises en place, qui sont travaillées, vous venez de l'évoquer, ou peut-être des bandes de taillis qui se mettent pour permettre aux insectes de se déplacer sur 4 ou 500 mètres ou 3 km, vous voyez, mais pas au-delà de très grandes distances. Donc oui, il y a des travaux. Et par exemple, dans notre filière et dans nos entreprises, en tout cas celles que je connais bien, nous travaillons avec les agriculteurs, entre autres ma pomme, mais nous sommes plusieurs centaines à le faire, à réintroduire des haies, de la biodiversité, pour permettre à ces insectes auxiliaires de se réimplanter. Et ce qui est assez bien, c'est que en fait, il y a beaucoup d'insectes intéressants pour combattre les nuisibles. Donc, enfin, je veux dire, il y a tout ce travail à reprendre. Il ne faut pas voir le monde en noir tous les matins ou en sombre. À nous de reprendre un peu ces sujets-là par le haut et de montrer que nous sommes capables de relever les défis écologiques, alimentaires et de transmission pour nos enfants. J'ai une réaction, une question, un échange. Oui, enfin, je rejoins partiellement ce qu'est dit dans le sens où effectivement, on peut dire que peut-être la chimie un jour a parvenu à aboutir à des résultats concrets. Mais c'est vrai que, de mon point de vue, après tous les scandales qui ont éclaté, notamment, on pense évidemment à Monsanto et à ces divers pesticides, herbicides, insecticides, etc., que c'est très lié en fait à tout ce qui est homogénéisation des cultures. On va planter des hectares de maïs, de céréales, etc. Donc c'est vrai que même s'il y a des efforts qui sont entrepris de la part des grands exploitants, d'un côté, il y a par exemple le quinquennat de Macron qui a montré notamment, et à travers notamment la PAC qui a été renouvelée il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quand, que finalement, ce qu'ils veulent, eux, sous la pression incessante du lobby de l'agriculture, de la FNSEA, que c'est une agriculture entièrement machinisée, où finalement, on a envie de la gérer avec des tableaux tactiles. Voilà, en envoyant des machines là, et finalement, en réduisant de plus en plus la population des agriculteurs et des agricultrices, parce que finalement, on n'en parle pas assez des petits agriculteurs qui sont tétanisés et ont la boule au ventre tous les soirs, parce que y en a qui typiquement travaillent peut-être 60-80 heures par semaine pour 500 € par mois. Donc voilà, c'est aussi les prendre en compte. Sinon, si je peux faire un lien avec la jeunesse, c'est que dans les années à venir, il y a 2/3 des exploitations agricoles qui vont se libérer parce que les anciens agriculteurs vont partir à la retraite. Donc moi, je pense que c'est une énorme opportunité pour la jeunesse de se réapproprier justement et essayer de collectiviser ces grands domaines pour justement sortir en fait d'un cadre un petit peu entrepreneurial de l'agriculture où on va avoir un rapport hiérarchique avec un manager, etc. Non, ce qu'on veut essayer de dire, c'est que tout le monde a droit à la parole, tout le monde peut gérer comme un patron l'aurait fait à sa place de salarié, la coopérative qui serait créée là. Donc moi je serais plus dans cette optique-là où on a une gestion assez horizontale de ces fermes et aussi une optique beaucoup plus effectivement en phase avec le vivant où on sera effectivement dans des plus petites parcelles. Donc il faudra vraiment renoncer à ces énormes cultures qui sont faites pour produire et pour servir un système qui est consumériste, et je le redis. C'est-à-dire que Dominique Bourg va venir tout à l'heure, je pense, et il avait expliqué... Ah, il est là. Bonjour, monsieur Dominique Bourg. C'est que l'écologie n'est pas totalitaire et autoritaire, il faut sortir de nos modes de consommation. C'est-à-dire qu'il va leur faire des sacrifices, évidemment, mais se dire que consommer moins, ce n'est pas forcément un sacrifice, c'est au contraire, il faut l'aborder avec joie et avec plaisir, parce qu'on va apporter que du bien, finalement, autant entre nous, et de la joie, et également pour la planète, pour la Terre, qui saura nous le rendre en retour.
Merci, Jas. Une autre remarque que j'aimerais faire, c'est que je suis certes très content d'apprendre qu'il y a des progrès importants qui ont été faits ces dernières années sur ces problématiques-là, mais quand même l'objectif est quand même immense. Enfin, le défi est grand. Le défi est immense. Le chiffre que j'aimerais rappeler au public, c'est que certaines études montrent qu'en gros, on a perdu quelque chose comme 80% des populations d'insectes en masse en Europe, dans les zones rurales, en 30 ans. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 5 fois moins d'insectes dans nos campagnes qu'il y a 20 ans. Et avec ça, il y a 30% d'oiseaux en moins parce qu'ils se nourrissent d'insectes. Enfin, on est quand même à un niveau de dégradation qui est assez impensable et ça va demander beaucoup de travail en plus très subtil, comme vous le dites, pour réussir à inverser cette tendance. Jean-François Loiseau, et on appelle Anne-Sophie Nouvel à nous rejoindre, mais il y a 3 points qui sont abordés là. Si vous voulez, pas forcément rapidement, parce que ça fait sens. Non, mais rapide. Bon, depuis 30-40 ans, il y a un fait, c'est l'urbanisation. Tous les 10 ans, il y a un département, la valeur d'un département en moins en surface agricole, à cause de l'urbanisation des supermarchés, des routes, des ronds-points. Excusez-moi, artificialisé, vous avez raison. Ça, c'est pas le fait des agriculteurs, c'est le fait du schéma économique que nous avons voulu. Entre autres, l'eau qui court partout sur les trottoirs, dans les rues, tout ça. Un tiers de l'eau qui part dans la nature. Exactement. Ouais. Et problème donc, de canalisation. Les oiseaux n'aiment pas le béton, hein, ils n'aiment pas le goudron. Les oiseaux sont à la campagne. Et c'est vrai que comme on a de plus en plus de béton et de goudron, on a de moins en moins d'oiseaux sur ces zones-là. Enfin, l'oiseau, il n'est pas con. Là, c'est un peu, il va à la campagne. Beaucoup, là. Ouais. Non, je trouve que c'est quand même beaucoup du fait de la pollution. Des produits chimiques, etc., qu'il y a une chute des populations d'insectes et des oiseaux. Enfin, moi, quand j'étais petit en Normandie, je pêchais l'écrevisse à la main. Il y a eu une pollution par les nitrates successifs, il n'y a plus rien. Donc, alors, je vais pas dire... Après, c'est pas la faute des villes si l'agriculture a détérioré les campagnes. Quand même, là, c'est compliqué à entendre. On peut dire qu'on a un peu raison ou un peu tort tous les deux, mais ce n'est pas blanc ou noir, pareil. Bon, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Pendant 15 ans, j'ai été producteur d'asperges vertes. Hein, c'est très bon, les asperges vertes, c'est très sain, elles étaient hyper nature. Il faut entre 4 et 5 personnes à l'hectare. J'en avais 5 hectares, hein, c'est pas gros. Hein, 4 à 5 personnes à l'hectare tous les jours pendant 2 mois, de 6 h du matin à midi pour les ramasser. Parce que pour qu'elles soient bien fraîches, faut les ramasser le matin, tout ça. C'est terrible, la main-d'œuvre. Moi, je suis d'accord pour embaucher, j'adore. Et le lien humain, il n'y a pas mieux pour transmettre le métier, partager, enfin, franchement. Mais dans des métiers très difficiles, c'est compliqué, la main-d'œuvre. Je vous le dis très sincèrement. Moi, je rêverais d'avoir plus de monde. Alors, il ne faut pas être le machiniste, mais je suis complètement d'accord avec vous, le machiniste. Mais il rend service, vous voyez. Les éleveurs, indépendamment de l'intensification ou pas, quand vous avez des vaches laitières, que vous devez aller à 1500 mètres d'altitude faire la traite des vaches avec votre camionnette et la petite citerne 2 fois, ou quand bien même ce serait 1 fois par jour. C'est un boulot de dingue. C'est un boulot très dur. Donc, à un moment donné, moi, je pense que là encore, il ne faut pas être binaire. Nous avons un peu besoin de mécanisation, d'automatisation. Il ne faut pas être excessif. Je suis d'accord. Moi, ce que j'essaie, moi, je suis très content d'être là, sincèrement, c'est d'essayer de partager avec vous qu'il y a des défis énormes. Je pense que nous pouvons les relever. Alors, chacun sa méthode. Quelquefois, il y a besoin de révolution pour changer des modèles politiques. Il faut bien les voir. Quelquefois, il faut résister. Nous en avons la preuve depuis 3 semaines en Ukraine et il faut résister absolument. Mais en tout cas, les professions que je représente, et j'en suis un agriculteur, travaillons pour avoir cette moindre pollution. Moi, j'ai envie de transmettre à mes enfants, et je sais que je vais y arriver, un système qui sera beaucoup moins dépendant de la chimie. Mais il n'y a pas photo. Enfin, attendez, l'utilisation de la chimie en agriculture, je vais me répéter, c'est comme pour la santé humaine, mais moins je l'utilise, entre guillemets, mieux je me porte. C'est pas qu'une question de santé, c'est une question d'argent, puis de bien vivre aussi. Et donc, nous sommes aussi nous avons des métiers, et vous en faites partie aussi, où nous voulons un peu améliorer les modèles. Et ça me paraît tout à fait normal que d'une génération à une autre, nous essayons d'améliorer finalement le modèle de vie, de croissance. Moi, j'ai quand même envie d'avoir des enfants et des petits-enfants pour
pour que chacun avance sur cette terre. Enfin, je veux dire, nous avons la chance d'être plutôt bien ici, globalement. Et il faut que ça dure. Merci Jean-François Loiseau. J'appelle tout de suite Anne-Sophie Novelle à venir nous rejoindre. Matrioche.